Bonsoir à tous, bienvenue à cette conférence que nous avons initialisée avec Philbert il y a maintenant environ 2 mois, puisque en tant que président de l'Union des ingénieurs du CNAM, ce que je souhaitais mettre en avant au sein de l'association, c'était ce qu'on appelle d'une part nos talents individuels, pour voir comment les mettre en pratique dans notre plan de carrière, et en même temps ce qu'on appelle la formation tout au long de la vie au niveau du CNAM, qui nous permet de nous remettre en question et d'avancer. Et donc avec Philbert, on s'est posé un certain nombre de questions, parce que j'avais acheté son livre déjà précédemment, donc on se connaissait. Quid en fait des fameux talents latents, ces talents que nous avons en nous et que nous avons aussi au sein de nos équipes. Et on a vu ensemble un peu les différentes conférences que Philbert avait fait à la fois sur la France et à la fois un peu à l'international, sachant que Philbert a cet avantage d'être ingénieur du CNAM en organisation et qui est un passionné en fait des talents, mais aussi créateur et animateur de réseau. Donc du coup, on s'est posé pas mal de questions et on voulait vous présenter ce soir une approche qu'on n'a pas l'habitude d'avoir à la fois chez les RH, mais aussi en tant qu'individu, autour de ces fameux talents latents, autrement dit des talents qui sont parfois inconnus de nous, parfois connus des autres, et voir un peu ces différents aspects. Et donc je vais passer la parole à Philbert Corbregeot qui pendant 1 heure va nous faire une présentation de ces différents éléments. On aura après l'occasion d'avoir un débat sur ce qu'il aura dit, et puis pour ceux qui sont physiquement présents, l'opportunité de pouvoir acheter son livre et en même temps obtenir une dédicace, livre présenté ici au niveau de la chaire. Philbert, je te passe la parole. Merci beaucoup de ta présence. Merci Laurent, bonsoir à tous et merci de m'offrir la possibilité de révéler vos talents latents, si on veut dire, ou cachés. Laurent parlait tout à l'heure de mon livre. Alors, une petite précision quand même sur le sujet. Pourquoi j'ai voulu écrire un livre à 60 ans? En fait, quand j'étais ouvrier à la chaîne, je n'ai pas trouvé d'ouvrage concret qui puisse me donner quelques clés simples pour me révéler. Et puis, en ayant évolué jusqu'à directeur, eh bien, il en fut de même. Je n'ai jamais trouvé de livre simple. Alors, on parle souvent du haut potentiel, certes, ça c'est le cas, mais des gens ordinaires, beaucoup moins. Alors, je me suis dit, je vais écrire ce livre, un livre qui va être, comment dirais-je, accessible et compréhensible par tous. Alors quand je dis tous, c'est à la fois des ouvriers, des patrons, des élèves, des professeurs, mais aussi des personnes qui veulent se reconvertir. Parce qu'on a tendance un petit peu à opposer souvent les élèves avec les professeurs, les enfants avec les parents, et puis les salariés avec les patrons. Et là, j'ai souhaité faire une trame commune pour qu'il y ait un dialogue, justement, qui s'instaure, parce que l'évolution, ben, les deux sont concernés. Il n'y a pas d'opposition. Les deux veulent évoluer. Les deux veulent s'épanouir. Les deux ont envie d'atteindre un projet professionnel. Et puis, vous n'êtes pas sans savoir que les entreprises, on ne va pas dire qu'ils privilégient, mais s'attachent davantage aux talents visibles, ceux qui ont des capacités intellectuelles, au détriment parfois de ce qu'on appelle les capacités moins visibles, opérationnelles, relationnelles et émotionnelles. Le chemin scolaire, on va dire, le système scolaire propose un chemin unique à des êtres différents, alors qu'il devrait proposer un chemin différent à des êtres uniques. Alors, sur ce sujet-là, on n'est pas sans savoir que les talents, ce que j'appelle cachés, les moins visibles, à la louche, on va dire, qui représentent, si on prend la logique de Pareto, 80%. Mais ce sont des talents cachés qui demandent qu'à être révélés. Alors, ces talents-là, malheureusement, on ne les voit pas directement. Et ce que je vais vous proposer, c'est justement comment on va faire pour les révéler. Et puis, il y a une chose qui est intéressante, c'est que ce soit des talents latents ou que ce soit des talents patents, visibles ou invisibles, dans les deux cas,
Eh bien oui, dans les deux cas, on doit se poser des questions. Quel avenir professionnel? Un instant, s'il vous plaît, je pense que ce sera bien mieux comme ça. Quel avenir, je dirais, épanouissant, que ce que je souhaite avoir. Et puis, est-ce que j'ai des capacités? Est-ce qu'elles sont connues ou méconnues? Et puis, évidemment, quel parcours que je vais prendre pour y arriver? C'est surtout ça. Quel est mon parcours professionnel pour y arriver? Et aujourd'hui, je suis obligé de dire que, pas que j'ai fait un constat affligeant, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est l'Institut d'études sur le travail des salariés. Pour ceux qui connaissent Gallup, assez connu dans le monde entier, ils font généralement des études. Ils en ont fait une sur l'engagement des salariés. Alors, ils l'ont fait en 2017 et l'ont renouvelé en 2022. Eh bien, le constat est affligeant, puisque l'engagement des salariés dans le monde est de 21%. Attention, dans le monde et dans tous les pays qui ont fait l'étude, ils ont posé les mêmes questions, ils ont fait le même degré d'analyse. Et en France, nous sommes à moins de 10%. Vous vous rendez compte? Moins de 10%. Alors, attention, on est 27 sur 28e en Europe. Un petit effort, et on peut passer les derniers. Ça coûte ça l'entreprise. Et pour ceux qui aiment bien aller sur Internet, et si vous avez le temps, allez voir. C'est chiffré tout ça. Ça coûte 15 000 € par an et par salarié. C'est énorme ce coût-là. C'est énorme. Alors il y en a qui vont me dire, oui, mais non, c'est pas possible, 10%, c'est pas suffisant. Alors moi je vous propose une autre analyse. Je vous propose une approche un peu empirique que j'ai eu l'occasion de vérifier dans de nombreuses entreprises. C'est la règle des 3 tiers. Premier tiers, on va dire dans les entreprises, il y a 3 catégories. Une catégorie d'individus chauds, on dit chauds bouillants parce qu'ils sont très motivés. Une catégorie on va dire, de tièdes. Alors ceux-là, ils sont plus observateurs, ils attendent de voir. Et puis il y a une autre catégorie, ce qu'on appelle le froid. Ceux-là, ils sont pas pressés, ils attendent. Et bien vous voyez, la réalité, elle est probablement entre les 10%, donc les moins de 10% qu'on a vu tout à l'heure, et les 30% que je viens de vous montrer. Eh bien, qu'on se comprenne bien, je ne dis pas que les 90% sont des feignants et des incompétents. Je veux simplement dire que ce sont des personnes qui ne sont pas satisfaites de leur évolution et de la manière dont on exploite leur potentiel. C'est ça le problème. Ils ne sont pas satisfaits de leur évolution. Et ce qui me frappe aujourd'hui, c'est de voir tous ces managers, à chaque fois que je les accompagne, tous ces dirigeants et autres hommes et femmes clés qui sont en manque d'inspiration, qui sont à la limite du burn-out. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas, plutôt je dirais, ils n'ont pas connaissance de leur capacité, de leur vraie capacité. Et ils sont allés à la limite du burn-out. D'ailleurs, on n'arrête pas d'entendre parler burn-out. Est-ce que c'est le cas? Je ne sais pas. Mais il y a beaucoup qui sont très fatigués. Ils sont épuisés parce qu'ils ne sont pas sur le bon chemin dont je vous parlais tout à l'heure. Bon, maintenant j'ai une bonne nouvelle quand même. Heureusement, parce que je voulais dresser le tableau. Pourquoi aujourd'hui il y a tant d'individus qui ne sont pas engagés et qui ne sont pas satisfaits de leur évolution? Maintenant, j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'on peut y arriver et il y a évidemment un chemin pour y arriver. Et ce chemin, après 40 ans d'expérience sur le sujet, je peux vous affirmer
que des gens ordinaires peuvent faire des choses extraordinaires si leurs planètes sont alignées. Mais pour aligner les planètes, il va falloir respecter un itinéraire d'épanouissement. C'est justement le respect de cet itinéraire qui va nous permettre de se forger, comment dirais-je, un état d'esprit optimiste. D'ailleurs, c'est pas pour rien si Philippe Gabillier a écrit la préface de mon livre. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Philippe Gabillier est professeur associé à l'école de commerce de Paris, auteur de l'éloge de l'optimiste, l'éloge de l'audace et porte-parole des optimistes de France. Et il m'a fait l'honneur de faire la préface. Donc ça veut dire que le message est très optimiste. Donc le respect de cet itinéraire que je vais vous proposer va vous permettre de garder un bon état d'esprit. Parce que le chemin est long, on le voit bien. J'ai envie de vous raconter, prendre un petit exemple. Souvent, vous savez, avant l'été, il y a une catégorie de personnes qui font un régime de façon à pouvoir se mettre dans le maillot de bain, bien, paraître sur la plage, mettre des vêtements légers, enfin, être à l'aise. Puis, il y a une autre catégorie de personnes, là, pendant les vacances, là, cette fois-ci, qui se mettent à courir. On les voit, le bandeau, le short, voilà. Et puis, ces deux catégories de personnes, à l'automne, sont moins assidues. Alors, et puis, arrive l'hiver. Il fait froid, il fait nuit, puis ils sont fatigués. Puis ils abandonnent, petit à petit. Le respect de l'itinéraire est fait pour ne pas abandonner. Je l'ai fait pour moi et pour des milliers de personnes. Alors, justement, cet itinéraire qui est important, je n'arrête pas de vous parler depuis tout à l'heure, il faut aligner ces planètes. Il y a 5 planètes à aligner justement pour s'épanouir et puis pour ne pas abandonner en cours de chemin. Parce que tout le monde démarre. On le voit bien, ce grand dame d'ailleurs. Ce qu'il faut, c'est ne pas abandonner. Et il y a surtout une planète qu'il ne faut pas louper au démarrage. Une. Et celle-ci est importante pour moi de vraiment vous la détailler. Et pour ce faire, je vais commencer par une métaphore. Selon une légende indienne, un jour un fermier trouva un œuf d'aigle par terre. Il ramassa et le déposa dans son poulailler, en espérant qu'une poule vienne couver. Et ce fut quand vient naître un petit aiglon qui s'est mis à grandir avec une portée de poussins, à caqueter, à engraisser comme une poule, à péniblement les sortes s'envoler, à supporter l'humeur du coq et avoir peur du renard qui rôde. Enfin bref, il vivait comme une poule. Un jour qu'il est en train de picorer avec sa commère, la poule, il vit passer au-dessus de lui une ombre, un peu effrayée, regardant. Il vit un oiseau majestueux, magnifique. Il regarde sa commère. Il fait « Ne rêve pas, c'est un aigle. Tu ne seras jamais comme lui. » Pourtant, lui, il rêvait d'être un aigle. Enfin, en tout cas, il sentait dans son corps qu'il avait des capacités. Et puis, les semaines, les mois et les années passèrent, puis il devient vieux, très vieux. Et il finit par mourir, sans savoir qu'il était le roi des oiseaux, puissant, fort, rapide, et avec une vue perçante.
Et si on essayait de dénicher l'aigle qui est en vous? Et surtout, si on essayait de dénicher les aiglons qui est autour de vous, c'est-à-dire vos collaborateurs qui sont prêts à s'envoler, à vous accompagner sur votre plateau rocheux. Regardez autour de vous ceux qui sont prêts à évoluer, à s'envoler. Aidez-les justement en détectant leur potentiel. La première chose à faire, détecter leur potentiel. Bien se connaître permet de se mettre à la bonne place. Si vous ne savez pas d'où vous partez, vous aurez du mal à imaginer la distance qui reste à parcourir. Alors qu'est-ce que c'est que le potentiel? Le potentiel, c'est une aptitude à faire quelque chose de remarquable si on l'exploite. Oui, mais pour l'exploiter, il faut le connaître. Dans ces cas-là, si vous voulez le connaître, vous pouvez demander à votre entourage personnel, parents, conjoints, enfants. Est-ce qu'ils seront objectifs sur vos capacités professionnelles? J'en doute. Mais dans ces cas-là, demandez à votre entourage professionnel, hiérarchie, patron, collègue, collaborateur, pourquoi pas? Est-ce qu'ils seront objectifs sur vos capacités personnelles? J'en doute. Est-ce qu'ils vous diront tous la vérité? Là, par contre, j'en suis beaucoup moins sûr. Beaucoup moins sûr. Je vais vous faire une terrible confidence. J'ai perdu 20 ans de vie professionnelle. Et je m'en suis rendu compte à 50 ans, lorsque j'ai réalisé mon bilan potentiel. Alors je dis bien mon bilan potentiel, pas de bilan de compétences. Le bilan de compétences, c'est un rétroviseur. Comme le dit si bien Confucius, l'expérience est une lanterne accrochée à votre dos qui n'éclaire que le chemin parcouru. Alors que le potentiel est un projecteur qui éclaire l'avenir. Le bilan potentiel s'appuie sur 4 domaines: l'intellectuel, le relationnel, l'émotionnel et l'opérationnel. Si je prends mon corps par exemple, mon bilan potentiel, comme vous le voyez ici, révèle. Alors, je peux montrer mon bilan potentiel parce qu'il n'est pas forcément brillant. Vous voyez? Donc, je peux facilement en parler. Et puis, ça serait délicat de présenter des bilans de potentiel de clients. Alors, qu'est-ce que révèle mon bilan potentiel? Capacité d'analyste de 1 sur 10. Alors, le 1 étant le plus faible, d'accord? Et des capacités d'innovateur de 10 sur 10. Et j'ai fait toute ma carrière en tant qu'analyste. Ouvrier à la chaîne, règleur, responsable qualité, directeur compétitivité, auditeur international, enfin bref, j'étais en souffrance. Enfin, je vivais comme une boule, on va dire une grosse boule, d'accord? Et depuis maintenant 10 ans, depuis que j'ai pris conscience justement de mon potentiel innovateur, je crée des outils pour aider les autres à s'épanouir. Et là, je prends beaucoup plus de plaisir. Je vais vous montrer un exemple maintenant concret dans une entreprise. Et là, vous allez pouvoir comparer, vous allez pouvoir vous projeter par rapport à cet exemple. Il s'agit d'une concession automobile dont le vendeur est parti à la retraite. Le patron me dit, je vais recruter, je vais passer une annonce. Je lui dis, attends, est-ce que tu ne peux pas passer une annonce en interne pour voir s'il n'y a pas des candidats? On me dit, je peux en avoir, j'aime bien Sébastien, mais il vient juste d'avoir son diplôme, il était en alternance chez nous, mais il n'est pas encore assez mature. Je passe quand même l'annonce en interne. Il le fait. Le résultat, 2 candidats se présentent.
d'autres aussi, mais on retient deux. D'abord, Sébastien. Comme vous voyez ici, Sébastien a un BTS commerce automobile. Il a des capacités à rédiger un devis de 9 et de relancer le devis de 10. Par contre, on voit bien qu'il a du mal à écouter et à s'intéresser aux besoins des clients. C'est pas qu'il est mauvais, c'est simplement qu'il est introverti. À côté, on a Kevin, qui lui a fait également, dans la concession, un CAP d'alternance qu'il vient de voir en mécanique. Et lui, on voit que pour rédiger un devis, relancer le devis, évidemment, c'est pas terrible, comme on dit. C'est un peu normal, c'est parce qu'il a appris l'école. Par contre, on voit que naturellement, il sait écouter le client et le relancer, voire même lui proposer des solutions. Maintenant, si je vous pose la question, lequel des deux allez-vous embaucher comme commercial, automobile, au regard de ce que je viens de faire, de ce que je viens de vous présenter? S'il vous plaît, quels sont ceux qui, ici dans la salle, présents, qui embaucheraient Sébastien? Quels sont ceux, donc je vois que vous êtes tous pour Kevin? Eh bien voilà. Vous avez ici l'exemple classique des erreurs de recrutement ou d'évolution des collaborateurs. Donc on voit que Kevin est naturellement prédisposé dans son comportement à être commercial et que Sébastien, lui, aura plus de difficultés. Ceci dit, Sébastien peut dans un premier temps travailler dans l'administration des ventes et dès qu'il aura acquis un peu plus de maturité, devenir commercial. Mais ça sera plus facile à former Kevin sur la technique de devis que d'apprendre sur la personnalité, le relationnel et l'action de vente. Donc cet exemple-là est flagrant parce que souvent quand on recrute sur le CV et le diplôme, eh bien, on ne voit qu'une partie. On ne voit pas le potentiel du candidat. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que j'ai des bonnes nouvelles, parce que ça, ce n'est que le début. Alors, j'anticipe la question qu'on va me poser à la fin. C'est, mais quels sont les outils pour faire ça? Parce que je vous ai dit que ce n'est pas du bilan de compétences. Ok. C'est un bilan de potentiel. Eh bien, il en existe plein d'outils sur ce sujet. Des dizaines, plus de 60 en tout cas. Et scientifiques. Mais ils n'ont pas tous le même rôle. Aujourd'hui, moi, je vais vous en dévoiler 3. J'en ai mis quelques-uns, mes préférés dans le livre, et la méthode pour les choisir. Là, je vous donne 3 outils. Le premier, c'est le web. Lui, il va être centré sur l'aptitude. On va dire plutôt le potentiel. D'accord? Ce que je viens de vous dire depuis tout à l'heure. Il est payant. Le deuxième, le MBTI. C'est le plus connu mondialement. Et lui, il est plus centré sur la personnalité. Il est également payant. Et le troisième, le VIA, il est centré sur les traits de caractère. 24 traits de caractère. Lui, il est gratuit pour avoir les 24 traits. Après, si vous voulez aller plus dans le détail, vous avez la formule payante, si vous voulez. Mais déjà, on peut avoir un premier jet, comme on dit. Sur Internet, il foisonne plein d'outils. Mais pas que des scientifiques. Alors, je me suis amusé à aller sur Internet et j'ai rempli le questionnaire. Alors attention, là je vous montre un outil sur le plus grand média de France.
c'est pas du n'importe quoi. Si c'est pas le premier de France, c'est de l'Ouest en tout cas. Je me tairai sur le nom. Donc je rentre ça. Alors lui il est très fort, hein, parce que vous répondez aux questions, il dit tout de suite le métier que vous allez faire. Oui, je vois que vous êtes là mou, mais il est capable, apparemment. Et voilà, je l'ai fait pour moi. Il me révèle des capacités de vendeuse. Là, je n'étais pas très d'accord. Et puis, animateur de salle de sport, maître nageur, monitrice d'équitation, professeur de PS, éducateur sportif, ça, je me suis reconnu, c'est moi. Après, hydrothérapeute, retoucheuse de vêtements, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Non, je n'ai rien contre le retoucheuse de vêtements. Ma sœur elle-même, elle travaille dans la couture. Non, mais si je vous montre l'exemple, c'est pour vous dire attention, ne pas faire les apprentis sorciers. Il y a des milliers de personnes qui vont sur Internet et qui font ça en ligne, et vous voyez la catastrophe. L'outil dont je vous ai parlé, les outils dont je vous ai parlé tout à l'heure, ne vous donneront pas directement le métier, mais vous diront où vous avez des prédispositions. C'est comme si on vous disait, vous faites du sport, et puis vous vous dites, je fais du footing ou du sprint. Et si vous êtes quelqu'un qui a le cœur qui bat lentement, et puis que vous êtes capable de courir longtemps, que vous avez les muscles pour ça, ça va être plutôt faire du marathon, etc. Alors que si vous ne savez pas, vous pouvez très bien être marathonien, puis faire du sprint, vous entraîner. Vous pourrez vous entraîner tout le temps, vous ne courrez jamais plus vite. Hein. Alors l'outil que je préfère, le Wave, hein, dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça peut paraître compliqué, je voulais simplement montrer son architecture, pour bien comprendre le principe. Vous voyez la pyramide? D'abord, vous voyez en haut, il y a les quatre grands domaines. La pensée, c'est la manière dont on fonctionne intellectuellement. L'influence, c'est la manière dont on va interagir avec les autres. L'adaptabilité, c'est comment on va réagir à la crise, le Covid, autre chose. Et puis, la réalisation, c'est comment on prépare et réalise le travail. Et là, on voit bien que ça ne compte que pour un quart. Pour chaque domaine, vous voyez, il y a 3 aptitudes, ce qui fait 4 x 3, 12 aptitudes. Pour chaque aptitude, vous avez 3 dimensions. 12 x 3, 36 dimensions. Et pour chaque dimension, vous avez encore 3 facettes. 36 x 3, 108 facettes. Je peux vous garantir que quand vous passez au travers des 108 facettes, il ne reste pas grand-chose. Hein. Vous en savez beaucoup sur vous, même plus que vous en saviez avant. Parce que comme je le disais tout à l'heure, avant de commencer la conférence avec les participants, en fait, si on prend en psychologie la fenêtre de Johari, il y a 4 cadrans. Le premier cadran, c'est ce qu'on connaît et ce que les autres connaissent de nous. Le deuxième cadran, c'est ce qu'on connaît mais que les autres ne connaissent pas de nous. Le troisième cadran, c'est ce que les autres connaissent de nous que nous, on ne connaît pas. Puis il y a le quatrième, c'est ce qu'on ne connaît pas et que les autres ne connaissent pas. Vous vous rappelez tout à l'heure? Innovateur. Mes parents ne le savaient pas. J'ai travaillé chez le numéro 1 français, ne l'avaient pas vu. Numéro 1 européen, ils ne l'ont pas vu. Et numéro 1 mondial, ils ne l'ont pas vu. Et vous, avec tout ce que je viens de vous dire, êtes-vous conscient de votre potentiel maintenant? Êtes-vous réellement conscient du potentiel de vos collaborateurs? Alors, ça y est, on a fait la première planète. Elle est indispensable. Mais la planète potentielle ne suffit pas à elle seule. Pour bien exploiter son potentiel, il faut explorer sa passion.
Et la passion, c'est notre deuxième planète sur votre itinéraire d'épanouissement ou ceux de vos collaborateurs. La passion, c'est toutes les activités qui nous animent au quotidien, que ce soit loisir ou travail. Ce sont des activités qu'on fait avec plaisir, facilité et sans voir le temps passer. Quand on compare ces activités-là avec les aptitudes dont j'ai parlé tout à l'heure, on voit immédiatement les points communs. Et bingo, vous avez l'ébauche de votre métier idéal. Je dis bien l'ébauche, parce qu'il va nous manquer encore une autre planète. Il n'y a pas d'outil scientifique pour déterminer sa passion, comme tout à l'heure je vous ai montré. Par contre, je vais vous partager mon approche que j'ai eue pour justement déterminer, comme tout à l'heure on a vu les 12 appétences clés, pour déterminer les 12 appétences clés. Avant de vous montrer ces 12, je voudrais que vous compreniez le cheminement que j'ai utilisé. Quand j'étais ouvrier à la chaîne, j'ai passé mon bac électrotechnique en cours du soir. Bah oui, quand vous êtes ouvrier à la chaîne, vous ne pouvez pas faire autrement, même par correspondance. Et là, il y avait une matière qui me passionnait, c'était la productique. Donc, tout naturellement, j'ai pris des cours pour avoir mon bac plus 2 en productique. Et là encore, il y avait une matière qui me passionnait, c'était la gestion de production. Donc j'ai fait un bac plus 4 en gestion de production. Et ainsi de suite, avec l'organisation, un diplôme d'ingénieur haut de gamme en organisation. Et j'ai poursuivi sur les talents et sur le management avec un doctorat sur le management à 59 ans. Et là, je peux dire vraiment que je suis un expert. J'espère, en tout cas. Et comme le dit si bien Georges Bernard Shaw, un expert est quelqu'un qui sait de plus en plus de choses dans un domaine de plus en plus restreint. C'est bien qu'à la fin, il sait tout sur rien. Mais plus sérieusement, j'en ai rencontré des personnes beaucoup plus compétentes à tous les niveaux hiérarchiques et qui n'ont pas évolué. Et pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas creusé suffisamment profond pour atteindre leur appétence, leur richesse professionnelle. C'est d'ailleurs en partie pour cela qu'on a à peine 10% de personnes engagées, parce qu'ils ne sont pas passionnés. Il y a d'autres facteurs, mais entre eux, il y a ça. Alors, j'ai fait un outil, un jeu de cartes, avec les 12 appétences clés. Rappelez-vous tout à l'heure, il y a les 12 aptitudes clés. Scientifiques. Là, j'ai construit, je veux le dire de façon, si vous voulez, empirique, même pour certains me disent que c'est déjà scientifique, mais bon, parce que j'ai testé sur des centaines de personnes, les 12 appétences clés. Alors, vous n'allez peut-être pas très bien voir parce qu'elles sont nombreuses. Dans mon livre, elles sont détaillées et bien détaillées. Mais là, l'exemple, c'est juste vous montrer l'exemple. Si vous voyez celle du haut, ici, la première, pour moi, la principale, quand on me demande qu'est-ce... Et là, il faut les classer dans l'ordre de préférence. Et quand on me demande... Alors, attendez, quand on dit souhaitable, mince, ça veut dire... c'est pas du tout ce qu'on a envie de faire. Essentiel, c'est pour nous, qu'est-ce qu'on ne veut pas louper. Important, allez, on accepte. Souhaitable, dire, par défaut. Mais vous voyez que explorer, créer, imaginer, c'est la première appétence pour moi. Quand on me demande, à chaque fois, je dis, ah, j'aime bien. Alors, du coup, qu'est-ce que je fais? Je regarde l'alignement de tout à l'heure. L'aptitude essentielle que j'avais, c'était innover.
appétence essentielle, c'est créer, imaginer, explorer. Alignement. Non mais, vous allez me dire, c'est évident, oui, mais j'ai quand même attendu 50 ans, à avoir 50 ans pour le découvrir. Et pour d'autres personnes, pareil. Parce que ça ne saute pas à la vue. En tout cas, pas pour moi. Et si je ne l'avais pas fait, si je n'avais pas fait ça, ben, je pense que j'en aurais souffert. Puisque, là, je ne suis pas là pour vous dire toutes les réussites, je vous ai dit aussi mes échecs, hein, le temps que j'ai perdu, les 20 ans. Mais là, à ce moment où j'ai fait, à 50 ans, ça fait des 10 ans que je n'ai créé mon cabinet. Je l'ai créé à 40 ans, à 50 ans. J'ai commencé tout seul, au bout de 10 ans, il y avait 10 personnes dans mon cabinet. On faisait 1 million d'euros de chiffre d'affaires en formation coaching, ce qui est pas mal, hein. C'était un des plus gros cabinets de l'Ouest. J'étais en résultat négatif, en trésorerie négative, et avec une procédure de sauvegarde. Pas de liquidation de sauvegarde, ça veut dire attention. Et là, j'étais limite bordel, comme je dis tout à l'heure. Et c'est là que j'ai fait mon bilan potentiel. Et c'est là que j'ai réfléchi sur mes appétences. Et je me dis, bon, moi et mon équipe, on va adapter toutes nos prestations que l'on fait à notre potentiel et à nos appétences. Je vais être très court parce que je ne vais pas vous dire ce qu'on a fait. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'un an après, on est sorti de la procédure de sauvegarde. 2 ans après, on était en positif, en résultat. Et 3 ans après, toujours le même chiffre d'affaires, 1 million d'euros. Toujours le même effectif, 10. Toujours les mêmes clients, mais pas les mêmes prestations. Trésorerie positive de 400 000 euros. Ça parle pour ceux qui sont économiques. Et on l'a gardé comme ça jusqu'à la fin. Tout ça pourquoi? Parce qu'on avait adapté notre potentiel et notre passion aux prestations. Et on pouvait les vendre plus cher. Et avec plus de conviction. Et c'est ce que j'ai fait pour pas mal de mes clients d'ailleurs. Et je voudrais vous donner également un exemple d'un ouvrier qui travaille chez Porsche. Alors, peut-être qu'avant, oui, non, sur les jeux de cartes, je voulais dire un peu de complément, mais c'est pas, on ne va pas entrer en détail. Je pense que ça suffisait comme exemple. Si je prends l'exemple de Porsche, de Johan, qui témoigne, c'est le témoignage qui est dans mon livre. Johan, c'est un mécanicien. Il a un certain de mécanicien, comme on a vu tout à l'heure, un peu comme Kevin. Au départ, il est ouvrier, puis après, ça lui a plu, il a créé son atelier, et puis, au départ, c'est tout véhicule. Puis un jour, il y a une Porsche qui arrive, et puis il a des pannes, il trouve ça intéressant, et puis il se met à se spécialiser dans les Porsche anciennes. Et maintenant, pour faire court, Porsche, le concessionnaire, ils sont toujours sur les nouveaux véhicules. Par contre, ils ont perdu en compétence sur les anciennes. Et lui, comme il est passionné sur les anciennes Porsche, il vient partout en France pour venir le voir. À tel point qu'il faudrait qu'il augmente son atelier, mais il ne veut pas le faire. Parce qu'il veut rester dans la passion. Sinon, comme il dit, je veux peut-être faire plus de volume, mais je veux peut-être m'y perdre en qualité de vie. Ça, c'est un choix. Il pourrait peut-être former d'autres personnes, mais là, je ne peux pas lui en vouloir. Ce qu'il peut vous montrer, c'est que quand on a la passion, c'est pas une sorte de diplôme. Il a le potentiel, il a la passion, et il arrive à l'excellence. Ça c'est important. Et donc, vous l'avez compris depuis tout à l'heure, le chemin est quand même long. Hein. On ne va pas pouvoir dire que tout ça, on le fait en une année. Hein. Tout ce que ici présent, certains ont des cheveux gris, voilà. Bon, on a une certaine maturité. On s'essouffle. Puis des fois, on est un peu perdu. Donc, pour ne pas s'écarter sur l'itinéraire,
il faut visualiser son étoile, comme les rois mages d'ailleurs. Malheureusement, aujourd'hui, on poursuit son chemin selon une pancarte intellectuelle, unique, capacité intellectuelle, en ignorant les autres pancartes relationnelles, émotionnelles et opérationnelles dont j'ai parlé tout à l'heure. On trace son chemin, bac plus 2, 3, 4, 5, 6, puis lorsqu'on relève la tête, on s'aperçoit qu'on s'est éloigné de son étoile, par méconnaissance de celle-ci d'ailleurs. D'où la nécessité de bien connaître son potentiel et d'ajuster sa formation en continu pour atteindre cette étoile. Alors, j'ai rien contre le système scolaire. Hein. Simplement, ce que je veux dire, c'est que le système scolaire ne suffit pas pour évoluer après sa formation initiale. Il faut continuer. Et c'est là que le CNAM, justement, apporte, en tout cas pour ma part, apporter une vraie valeur ajoutée. Parce que, avec les horaires décalés que j'avais et les difficultés, je n'aurais jamais pu être ingénieur s'il n'y avait pas le CNAM. Ça, je dois le reconnaître, et j'en profite pour remercier le président ici présent devant moi. Hein. Merci. Mais il peut y avoir d'autres formules, évidemment, pour apprendre. Alors, pour ne pas s'écarter de ce chemin, justement, moi je vous propose de vous paxer avec l'avenir. Paxer, ça veut dire planifier, ambitieux, cohérent, qui a du sens et est évaluable. Le PAX permet d'éviter de s'écarter de son chemin ou d'être dévié soit par les opportunités ou l'actualité. Si vous saviez le nombre de personnes que je vois qui me disent avec l'actualité, en ce moment, on manque beaucoup de gens numériques. Mais est-ce qu'il y a le potentiel pour ça? En RSE. Donc les gens y vont parce que il y a des opportunités. Il y a l'actualité plutôt. Et puis, on peut être dévié par l'opportunité. On est un bon technicien, on nous propose un poste de manager. Est-ce que j'ai des capacités de coordination et de management? Peut-être pas. Peut-être que je vais en souffrir par la suite si je n'ai pas formalisé mon projet. Moi, j'ai fait 2 PAX dans ma vie professionnelle. Le premier, 20 ans de ma propre évolution, d'opérateur à directeur. Et le deuxième, 20 ans d'évolution des autres, de formateur à révélateur de talent. Le premier, ça ne vous intéressera pas, il n'y a pas d'intérêt. Le second, je vais vous dire en quoi ça peut être intéressant pour vous. Je vais vous le formaliser comment je l'ai écrit, avec des mots clés évidemment. Prenons l'exemple. Je l'ai commencé en 99 quand j'ai créé mon cabinet. Hein. Juste après avoir eu mon diplôme d'ingénieur CNAM, je me sentais pousser des ailes. Quoi, hein. Donc, 99, je crée mon cabinet. Et je me suis dit, ça serait bien que mon cabinet soit autonome dans 20 ans pour que je puisse venir prêcher la bonne parole comme je le fais aujourd'hui. Alors, c'était une idée. Je me suis dit, bon, j'ai évolué, ça serait bien que je puisse partager. C'était pas tout à fait très clair, comme je disais tout à l'heure, attention, hein. Mais c'était ça. J'aimerais bien que mon cabinet fonctionne tout seul, comme ça je pourrais faire ça. Bon. Alors je l'ai planifié. C'est un macro-planning, attention. On est sur 20 ans. J'ai dit, tiens, je vais d'abord être formateur. Après, je vais être coach, animateur. Et puis après, inspiration avec des conférences. Exemple, en animation, j'ai animé un club APM pendant 8 ans. Un club de dirigeants. Voilà. Des conférences, j'en ai fait plus d'une. Et donc, on ne va pas dire forcément c'est 5 ans chaque fois. Il y en a un qui ça fait 3 ans, l'autre ça fait 8 ans, et puis l'autre 2 ans, puis l'autre 5, vous voyez. Mais je l'avais programmé comme ça. Et puis, il faut que ça soit cohérent. Parce que, tout à l'heure, il faut que
que ça soit un prolongement. Là, on peut le faire, parce que je me suis écarté de ce que j'avais fait avant, qui était analyste. Là, j'étais plus du tout dans ce cadre-là. Vous voyez bien qu'il y a une cohérence entre formateur et coach et animateur. Je ne suis pas passé de formateur à vendeur de voiture, comme le propose l'outil scientifique de tout à l'heure. Vous voyez bien. Donc il y a une certaine cohérence quand même. Ça, c'est important. Et puis, il faut que c'est du sens. Et ça, c'est le plus dur. Alors, puisque c'est le plus dur, je vais peut-être prendre quelque chose, faire une petite séquence émotion, si on peut dire. J'avais 10 ans, j'ai terminé mon CM2. J'arrive avec mon bulletin de notes, tout fier, pour le montrer à ma mère. Elle regarde, puis elle me fait Fulbert, ça va pas. Je dis pourquoi? Il faut que tu restes à ta place. Tu seras maçon de ton père. J'avais 10 ans et je rêvais d'être avocat. Ça vous refroidit. Et là, je suis resté en hibernation pendant quelques années. Je vous passe les détails. Maintenant, je suis l'avocat des talents latents. J'ai donné du sens. Alors, on peut le chef cuistot de quelque chose, on peut être le bâtisseur de quelque chose. Moi, je suis l'avocat de ça. Peu importe le niveau intellectuel, c'est pas ça. C'est que ça me parle. Je m'y retrouve. Et de tous ceux que j'ai pu accompagner, tous arrivent à trouver du sens, à condition de bien connaître son potentiel et ses appétences. Et puis pour finir, il faut que ça soit évaluable, parce que si on a un projet puis on ne le mesure pas, est-ce que je l'atteins ou pas atteint? J'attends de vérifier les photos, oui. Bon. Et donc, est-ce que je l'atteins? Eh bien, vous voyez, je l'ai mesuré, j'avais d'abord un associé, 2, 3, 4, et puis au 5e, c'est lui qui a pris la relève. Et aujourd'hui, le cabinet fonctionne sans moi, puisque j'ai cédé toutes mes parts à tous mes associés. C'était ma volonté. Alors j'aurais pu rester aussi, ça aurait pu fonctionner pareil, mais j'ai envie de faire autre chose. Alors, ce qu'on voit quand même, c'est que développer son projet professionnel, sans utiliser son potentiel et sa passion, on peut devenir un bon professionnel. Développer son projet avec plutôt le potentiel connu et ses appétences, là, on devient excellent, on devient expert. Soit on peut être un leader, c'est ses management, mais on peut être un expert technique dans son domaine. J'en ai pas vu. J'ai pas vu de personne, quand ils alignaient des planètes, qui ne devenaient pas excellents. Alors il y en a qui m'ont dit oui, Fulbert, tu as eu de la chance. Vous voyez, oui, j'ai eu de la chance à 50 ans de découvrir mon potentiel. Et les centaines de personnes que j'ai accompagnées, ils ont eu de la chance, elles. Ils ont évolué autrement. Fort de ce qu'on connaît, on a fait un autre parcours. Certains ont évolué en hauteur, d'autres en profondeur et d'autres en largeur. Je m'explique. La hauteur, c'est ce que j'ai fait pendant 20 ans. D'ouvrier à directeur. J'étais pas à ma place. Oh, être directeur compétitivité d'un leader européen, c'est pas mal quand même. Mais j'étais en souffrance. Et après, j'étais en profondeur. Comme vous voyez, expert dans un domaine qui est pointu pour moi les talents latents, les talents cachés. Mais on pourrait aussi dire en largeur. Prenons l'exemple d'un technicien. Il peut aimer la technique et vouloir en même temps vendre et devenir un technico-commercial. Ou un technicien peut aimer aussi
faire de la gestion de projet ou devenir un chef de projet. Vous voyez bien que ce n'est pas incompatible, à condition que ça correspond à du potentiel et de la passion et du projet. C'est ça justement qui manque, c'est cet alignement-là. Alors ma question, ça serait, est-ce que vous avez un PAX? Quel est le PAX de vos collaborateurs? L'écueil que je rencontre souvent, c'est que c'est tellement évident pour les gens qui disent oui, je veux devenir ça, je veux faire ça, qu'ils ne le formalisent pas, comme je viens de faire. Mais le fait de ne pas le formaliser fait que dans le temps, au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, on s'écarte du projet. Alors que quand on le formalise, on peut s'en écarter, mais on se dit, je l'actualise vers la tendance où je vais, ou vaut mieux que je revienne où j'étais et parce que je me suis égaré. En tout cas, on se pose la bonne question. Ça, c'est quelque chose qui me semble essentiel. Le projet permet d'alimenter, je dirais même plutôt, c'est la vision qu'on a permet d'alimenter son projet, la vision qu'on a sur le long terme. Et le PAX permet de piloter l'action. C'est ça qui est important. Ça, vous voyez, ça me guide dans l'action. Si je prends la citation de Michel Camille qui dit une vision sans action n'est qu'hallucination. Et il y en a beaucoup qui sont dans l'hallucination parce qu'ils rêvent de quelque chose, mais ils ne passent pas à l'action. Ou ils commencent quelque chose et ils abandonnent, comme j'ai dit tout à l'heure, parce qu'il fait trop froid, etc. Et c'est pour ça que cet itinéraire est cohérent pour ne pas abandonner et adapter ce chemin qui correspond à chacun d'entre nous. Alors, se perfectionner, je n'ai pas prévu d'en parler beaucoup aujourd'hui. D'abord, parce que je ne veux pas faire l'affront aux auditeurs du CNAM, de dire comment il faut apprendre. Je pense qu'ils passent assez d'heures sur les bancs pour savoir comment apprendre le soir et chez eux, etc. Par contre, pour ceux qui nous regardent et qui ne sont pas du CNAM, il faut savoir qu'il y a au CNAM des modules, des connaissances qu'ils peuvent acquérir juste pour compléter leur potentiel, leur passion. Comme ce fut le cas pour moi. Parce qu'il y a tout un tas de modules. Et ça, et souples en plus, avec des horaires adaptés, voire même à distance. Il y a tout un tas de programmes. Et moi, ce que je voulais vous partager, surtout, c'est quel que soit auditeur CNAM ou pas CNAM, chacun a sa propre méthode d'apprentissage. Moi, j'ai développé la mienne, mais chacun peut en faire de même. Je l'ai appelé tout simplement la spirale de révélation. C'est le nom que je donne. Pourquoi? Parce que ma méthode d'apprentissage, elle s'appuie sur 3 grands principes. Lecture, expérimentation, déploiement. Lecture, expérimentation, déploiement. À chacun de trouver sa méthode. Celle-ci n'est pas forcément duplicable pour quelqu'un d'autre. Moi, j'aime bien lire. D'autres vont vouloir prendre des mots, d'autres vont vouloir faire autre chose. À chacun sa méthode. Mais ce n'est pas si facile que ça de découvrir sa propre méthode. Vous verrez. Mais une fois qu'on l'a, ça y est, c'est parti. On a parlé des planètes qu'il fallait aligner pour soi comme pour ses collaborateurs. Maintenant, pour ceux qui ont des collaborateurs, comment les fidéliser? Comment les aider justement à aligner ces planètes? Parce que si on ne les aide pas à aligner ces planètes, ils iront les aligner ailleurs. Ou ils ne seront même pas alignés, ils
finiront par opportunité ou actualité, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, moi je vous propose une pratique qui n'est pas très connue en France par rapport aux anglo-saxons, aux pays anglo-saxons, qui eux, par exemple au Québec, au Canada, en Amérique, appliquent ça régulièrement. Le mentorat. Alors, permettez-moi quand même de faire une petite page de pédagogie. Parce que à chaque fois que je rencontre des managers, des dirigeants, je vois qu'il y a une confusion. La formation vise à transmettre un savoir. Le tutorat vise à transmettre un savoir-faire. Le compagnonnage vise à transmettre un savoir-faire dans une corporation, voire même avec un acte initiatique. Le parrainage vise à guider les premiers pas d'un collaborateur. Le coaching vise à aider l'autre à trouver ses propres solutions. Le conseil vise à faire un diagnostic et à faire des préconisations. Le co-développement vise à aider un individu à trouver des solutions collectivement avec ses collègues. Et le mentorat, c'est un peu tout ça. Le mentorat, c'est un peu tout ça, mais avec quand même un plus qui est de taille. Et pour ça, je vais reprendre la mythologie grecque. Quand Ulysse il est parti à la guerre de Troie, il a confié l'éducation de son fils à Mentor. Eh oui, je vois qu'il y en a qui connaissent. Et Mentor, c'était son ami, mais un ami bienveillant, de confiance, fidèle, pédagogue, avec un fort savoir-faire. Oula, ça fait quand même pas mal de conditions, vous voyez, ajouter au reste. Donc, je dirais que ma définition, c'est que le mentorat, c'est le partage de compétences, métiers, techniques ou matérielles, entre des collaborateurs expérimentés, que je veux dire seniors, mais il n'y a pas que cela, mais seniors avant tout, et d'autres en quête d'évolution, que je vais appeler juniors, ou des personnes qui veulent évoluer. En tout cas, qui ont moins d'expérience. Si on prend l'exemple d'un commercial, par exemple, un jeune qui est commercial en France et qui voudrait, dans la même entreprise, être commercial au Maroc, eh bien, on va lui trouver un binôme, un mentor, un commercial qui a une expérience reconnue de la réussite en export au Maroc, de vente au Maroc. Et qu'est-ce que va faire le mentor que d'autres ne feront pas? C'est qu'il va parler de la culture du pays, des rites, des coutumes, du produit, mais du produit en tenant compte des différences. Et tout ça, ce n'est pas écrit dans les bouquins. Parce que le mentor, il va expliquer toutes les difficultés qu'il a eues à chaque fois, à tisser des liens, etc., qui ne sont pas les mêmes qu'en France. Alors, on dit oui, c'est bien, tu proposes du mentorat, d'accord, mais en fait, pourquoi plus que le reste, en fait? Ben, je pense que ça va finir de vous persuader. C'est qu'aujourd'hui, il y a des constats qui sont, c'est pas moi qui le dis, tout le monde peut le dire, vous allez sur Internet, vous regardez les études, un recrutement loupé, un mauvais recrutement au bout d'un an, ça coûte 40 000 € environ. Allez, bon, dans certains cas ça va être 25, dans d'autres cas ça va être 55, en moyenne 40 000 €. Un désengagement de salarié, c'est 15 000 € par an par salarié. Aujourd'hui, dans certains postes, certains métiers, certains secteurs, il y a 20% de postes à pourvoir. Et à côté de ça, on a des entreprises, notamment
celle de Fortune 500, 71% qui font appel à des mentorats. Est-ce que selon vous, c'est des philanthropes? Je crois pas. D'accord? Donc il faudra peut-être se poser la question, pourquoi? Et là j'ai creusé, évidemment. Et oui, parce qu'ils font appel, avec le mentorat, on fait appel au modèle suivant, le modèle de 10, 20, 70. Vous connaissez ce modèle? Non. Eh bien c'est un modèle scientifique, avec des chercheurs Lombardo, je pense, de nom. Ce modèle-là, très connu, hein, c'est scientifique, c'est prouvé, c'est science d'apprentissage, et il est prouvé que on apprend 10% ce qui vient de la formation continue. 20% de ce qui vient entre les relations avec les autres. Et 70% lorsqu'on est face à des défis. Le mentorat est à 80% que des défis. Le mentor demande toujours quel objectif que tu veux, quel poste que tu vas accompagner, quelle évolution on doit faire. C'est que des défis. Et voilà pourquoi le mentorat est efficace. Mais si je vous disais ça, on dirait oui, ok, on a 10, 20, 70. Sauf que si vous regardez les statistiques, à chaque fois qu'il y a des mentors et mentorés, il y a 25% de plus de fidélisation chez les collaborateurs qui ont fait le programme. À 4 de plus, c'est quand même intéressant, non? On a une période où on se dit qu'il y a des problèmes de fidélisation. Il y a 5 fois plus de promus. Vous m'entendez? On parle d'engagement depuis tout à l'heure. 5 fois plus de promus chez les personnes qui sont mentorées. C'est quand même, vous voyez, c'est quand même intéressant. Et sans parler de la valorisation des seniors. Là, je n'ai pas de chiffres. Mais quand je discute avec eux, je connais beaucoup de seniors qui sont frustrés, qui sont partis à la retraite, voire même plutôt pas partis, certains qui aimeraient bien transmettre leur savoir-faire, ou même certains qui sont déjà à la retraite et qui pourraient continuer dans des métiers en surchauffe. Mais non, on n'utilise pas tout ça. Et en plus, on a décalé l'âge de la retraite. Moi, je n'ai rien à dire là-dessus, mais est-ce que ce ne serait pas le moment de les utiliser, justement, ce surplus, pour améliorer l'intégration, la montée en compétences des plus jeunes? Et du coup, on arrive dans un cercle vertueux, c'est-à-dire qu'on n'a plus le jeune qui dit, excusez-moi l'expression, ce vieux con, et l'autre il dit plus, ce jeune branleur. Parce que le jeune qui a été accompagné, comme moi, ce fut le cas quand j'étais plus jeune, bon, on respecte l'ancien, on voit ce qu'il nous a apporté. Et puis l'ancien, quand il accompagne le jeune, il voit bien les difficultés qu'il a, il comprend mieux. Et du coup, on réduit les conflits intergénérationnels. Mais là, j'ai pas de chiffres. Mais je sais que c'est efficace. Mais ça serait trop beau si c'était si facile que ça. Ça serait peut-être pour ça qu'on a du mal à le faire. C'est qu'en fait, il n'y a pas de vraie formation sur le sujet. Il y a des formations de tutorat, de parrainage, mais avec ce que je viens de vous dire depuis tout à l'heure, bienveillant, bénévole, rien que le mot bénévole déjà. Vous voyez, ça écarte pas mal. De confiance, fidèle, grand savoir-faire. Et puis, il ne faut pas se leurrer, il y a quand même des seniors, et qu'ils y vont en reculant parce qu'ils se disent, là, même si je donne mon savoir-faire, je perds mon pouvoir, je perds peut-être mon emploi. Il y a cette crainte là aussi. Donc il y a une éducation à faire de ce côté-là. Et puis, j'ai mis le programme PDCA parce que c'est plus vague qu'une formation, je vais vous montrer tout à l'heure. C'est global, le mentorat. Et ça il doit avoir une cohérence de binôme. Tout à l'heure, je vous ai parlé, on prend Kiving. Vous voyez Kiving tout à l'heure. Kiving, il s'est bien écouté, il sait s'intéresser aux besoins des clients, proposer des solutions, il ne s'est pas retiré de vie, ni relancé. Alors on va lui mettre un super moteur qui va l'accompagner, mais sur les points dont on a besoin. D'abord, conforter son écoute, parce que c'est pas parce qu'il a du potentiel qu'il a des compétences.
Et le mentor va le confirmer, ça, va le sécuriser. Et puis, il va l'aider à monter en compétence sur les parties de vie. Mais comment voulez-vous que le mentor aide à mentorer s'il ne connaît pas son potentiel par rapport à un poste? Donc vous voyez la complexité. Alors, et je vous ai dit tout à l'heure que le mentorat c'est global, c'est pas qu'une formation. Et pour cause, moi je dis que le mentorat se fait selon la route de Ming, qui est connue, le PDCA, Plan Do Check Act. Le plan, c'est la feuille de route, c'est-à-dire le dirigeant. Quels sont les mentorés qui veulent faire évoluer par rapport à la stratégie d'entreprise. Et une fois qu'on a choisi les mentorés, quels sont les mentors que l'on veut? Les hommes de confiance. Et dans le tout, quelle formation on va faire? Comment va-t-on la faire? En binôme, avec un soutien extérieur, intérieur, et puis le check. Comment évaluer ça? Est-ce qu'il y aura une supervision du mentor? Parce que le mentor, même s'il est un peu formé, c'est quand même pas son métier. On ne peut pas lui reprocher de ne pas avoir une posture de coach ou de parrain. Ce n'est pas son métier, il est technique ou managérial. Donc il a besoin de temps en temps un regard extérieur. Et puis, il faut peut-être une hotline quand il a besoin qu'il puisse appeler. Et puis, dans le acte, c'est comment on va réagir à tout ça après. Comment on va capitaliser. Pourquoi pas? Un mentor peut très bien avoir décidé de dire « Moi, ça ne me plaît pas, je n'ai plus envie de recommencer. Je ne me sens pas à l'aise. C'est pas dans mes gènes. » Et puis, il y en a un autre qui dit « Moi, j'ai envie de recommencer, c'est super. » Et puis, on peut même aussi dire, voir un jeune mentoré qui développe, qui s'est bien développé et qui a envie de devenir mentor. Et là, je ne l'explique pas. Là, c'est du vrai déploiement. C'est un vrai ambassadeur. Parce qu'une fois que lui, il l'a fait, il le fait aux autres et ainsi de suite. Donc c'est vraiment le cercle vertueux dont je vous parlais tout à l'heure. On ne peut pas comptabiliser là maintenant, mais si je vous demandais quels sont ceux qui appliquent réellement le mentorat dans leur entreprise, et qu'on regarde ce que je vois ici, c'est faible. Ah oui, et pourtant, les retrouver sont énormes. Alors, pour finir, en tant qu'avocat des talents latents, moi je suis venu aujourd'hui plaider une noble cause, la défense et la valorisation des talents cachés, des talents latents, voire cachés. Je voulais vous démontrer que des gens ordinaires peuvent faire des choses extraordinaires si leurs planètes sont alignées. Mais pour aligner les planètes, il faut respecter un itinéraire, son itinéraire. Je finirai par cette citation de Ralph Waldo Emerson. N'allez pas là où le chemin peut mener, allez où il n'y a pas de chemin et laissez une trace. Votre trace. Merci. Et puis, pendant que Laurent arrive, je tenais à te remercier, Laurent, de m'avoir offert cette possibilité de révéler les talents cachés, insoupçonnés. Absolument. En fait, je me suis un petit peu reconnu derrière et quelque part, en fait, c'est un peu ce que tu dis, c'est tant qu'on n'a pas fait un peu son bilan associé, on ne sait pas trop, mais on se reconnaît un peu dans ce que tu dis. Et justement, pour les questions, moi, il y a un point qui me tarote, comme on dit, c'est ce fameux itinéraire. Enfin, tu dis qu'il est personnel à chacun. Je pense que
l'itinéraire Oui. vraiment personnel. Oui. Je pense que c'est un peu une réalité parce que derrière, c'est un. Toi, tu as parlé de 20 ans. Oui. Peut-être, non. C'est là où certains diraient, moi, ce serait plutôt 10 ans, mais en fait, c'est là où on se dit, en tout cas, c'est pas en 1 an ou 2 ans. Exact. C'est une progression sur la vie. Et quelque part, ça me fait un peu penser à ce côté, qu'est-ce que je veux faire demain? En fait, ce me semble demain. Quand tu l'as dit, quand tu disais j'avais 10 ans, je voulais être avocat, c'est se projeter en fait. Et c'est là où je pense qu'il y a quelque chose qui n'est pas si simple que ça, savoir se projeter. C'est vrai que savoir se projeter, c'est très difficile, et c'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure, tu as raison de souligner, pour moi ça a été 20 ans, certains c'est 10 ans, d'autres c'est 5 ans, d'autres, mais c'est pas un an. Parce que je veux dire, c'est pas un an, c'est toujours plusieurs années, quoi. Quitte à le revisiter, mais c'est toujours plusieurs années. Et donc je fais un clin d'œil au CNAM, parce que dans ce que tu dis, c'est en fait se transformer tout au long de la vie, en fait. Oui. Quelque part. Et là, c'est un peu ce que le CNAM nous aide à faire. Et moi, je suis content que tu sois là ce soir pour nous présenter un peu ces différents éléments et se dire, gardons une forme d'espoir. Parce que quelque part, effectivement, on a tous autour de nous des personnes qui font du travail que j'appelle alimentaire, mais ils ne sont pas forcément à l'aise dans ce qu'ils font, et du coup, on le voit en dehors, vont chercher d'autres satisfactions, et ça démontre bien ce voyage pour le côté engagement qu'on peut avoir dans l'entreprise, et aussi au niveau des associations aussi. Voilà. Je voulais vraiment donner un message d'espoir. Oui. Pendant qu'on donne le micro, je voulais vraiment donner un message d'espoir. J'ai insisté tout à l'heure qu'il n'y a pas que ceux qui ont des capacités intellectuelles reconnues à l'école qui peuvent y arriver. Avec le CNAM, quelqu'un qui est un très bon opérateur ou un technicien dans un domaine peut se perfectionner parce qu'il aura plus d'aisance, étant donné qu'il a un savoir-faire. Donc avec les connaissances derrière, c'est bon. Avant, ils ne veulent pas. Ils n'osaient pas parce qu'ils disent oh, c'est pas pour moi, c'est trop. Après, ils peuvent. C'est ça. Oui, bonjour. Bonjour. Je trouve que c'est un très beau message de courage, d'audace, audacieux, d'espoir. J'aime beaucoup le discours. Pourquoi? Parce que je me retrouve un peu dans la situation où je pars de zéro avec le CNAM, merci au CNAM, où je passe toutes les étapes jusqu'à devenir ingénieur. Et à un moment donné, quand on passe toutes les étapes, on acquiert cette faculté d'envie toujours d'apprendre, d'aller plus loin, d'apprendre, d'aller plus loin. Tout à l'heure, dans votre discours, vous avez parlé de chance, mais absolument pas. Il y a un peu de partie de chance, mais la chance, on va la provoquer, il faut aller la chercher. Et là-dedans, oui, ça s'aligne à partir du moment où on fait les efforts pour. Et moi, j'ai beaucoup aimé votre parcours, j'aime beaucoup. J'espère que je vais suivre le même, un peu. C'est-à-dire que moi, je suis un peu dans cette position, je suis arrivé directeur, je suis dirigeant. Et j'aimerais tout doucement, justement, m'orienter un peu comme vous d'ailleurs, sur une progression un peu où je deviens autonome, tout doucement, pour pouvoir parcourir vers où j'ai envie d'aller. Et ne pas être toujours dans un poste ou un endroit qui ne me conviendrait pas. Et voilà, donc, du coup, j'aime beaucoup votre parcours et votre livre. Je ne l'ai pas encore lu, mais j'aime beaucoup l'histoire, entre guillemets. Et c'est un grand message d'espoir, je pense. Et je pense qu'énormément de gens se retrouvent dans votre discours et dans ces quelques slides. Merci en tout cas, parce que c'est l'objectif. Quand j'avais donné le livre à Philippe Gabillier, qui lui est justement auteur sur l'éloge de l'optimisme et l'éloge de l'audace, il a même fait aussi l'éloge de la certitude. Et je ne pensais pas qu'il aurait accepté, parce que moi je me voyais comme un technicien pour faire des talents. Puis il me dit, mais non, en réalité, c'est un message d'espoir, comme vient de le dire. Et c'est là où je suis assez content. Et vous avez raison de souligner votre parcours. N'hésitez pas, enfin je voudrais apporter un point, n'hésitez pas à expérimenter. Parce que l'échec fait partie de la réussite à venir. Je pense que j'ai attendu trop longtemps. Moi, j'ai expérimenté une fois que j'étais au pied du mur, quand j'ai vu que je n'avais pas le choix, que c'était la catastrophe, alors qu'on devrait le faire avant. Et c'est le message que je veux donner à tous ceux qui sont opérationnels ou qui n'osent pas. Prenez des cours au CNAM ou ailleurs, et puis expérimentez ce que vous avez appris, puis vous allez voir, vous allez prendre de l'aisance. C'est ça qui est important. Merci en tout cas d'avoir
m'orienter là-dessus. Merci beaucoup pour cette présentation. Moi, je me suis retrouvé dans cette présentation. Je suis venu au CNAM, c'est vraiment par curiosité d'abord. Moi, faire un diplôme d'ingénieur, ça ne m'intéressait pas. J'ai d'abord satisfait ma curiosité. Et je pense qu'à chaque fois qu'on se pose une question, il faut trouver la réponse. La réponse au CNAM, vous allez la trouver, ça c'est sûr. Et après, si vous voulez, moi, quand j'étais jeune, mon rêve d'enfant, c'était de venir piloter les avions. Je voulais être aviateur. Et une fois que j'ai passé mon bac, j'ai mon médecin de famille, il m'a dit si tu veux, moi je peux te faire va passer ton test, va passer des tests au musée de l'air. Non, au ministère c'était pas le ministère de l'air, mais c'était au sein du service des armées. Et au point de vue visuel, moi j'étais apte à piloter des hélicoptères, des avions à hélice, mais pas des avions à réaction. Alors j'ai dit, ça sinon ça ne m'intéresse pas, ça va pas assez vite. Donc j'ai complètement changé mon optique. Je me suis dit, tant pis, j'ai fait un DUT. Et le DUT, c'est pareil, j'étais toujours sur avant de faire le CNAM. J'étais ambivalent entre la mécanique et la thermique. C'était presque un lancer de dés, j'ai pris la mécanique. Et après, si vous voulez, j'ai été un peu frustré parce que moi, je voulais quand même savoir qu'est-ce qui se passait au point de vue thermique et thermodynamique. Donc, j'ai découvert le CNAM et le CNAM a répondu à mes questions et c'est comme ça que j'ai fait de l'aérodynamique et je suis devenu ingénieur en aérodynamique. Par contre, tout au long de mon activité, j'ai été extrêmement fidèle à la mécanique sans faire d'aérodynamique. J'ai fait la mécanique des fluides, j'ai fait tout un tas de choses, mais je n'ai jamais fait de l'aérodynamique. Et c'est ça un peu, si vous voulez, c'est quand on fait une formation, la probabilité de faire ce que vous avez appris, je dirais qu'elle est infiniment faible, elle est entre 5 et 10%, mais pas plus. Et il y a au moins 80% des gens qui feront vraiment autre chose que ce qu'ils ont appris. Par contre, ce qui est quand même intéressant, c'est que vous avez quand même un tronc commun. Et dans le tronc commun, ça vous permet de rebondir et puis de faire, vous pourrez faire du management, vous pourrez faire du chef de projet, vous pourrez faire tout ce qui vous intéresse. Et moi, j'ai eu vraiment cette chance de pouvoir faire ce qui m'a intéressé. Et j'ai même déposé 3 brevets de créativité, dont 2 de rupture. Et c'est vraiment là où j'ai pris mon pied, parce que c'était vraiment très intéressant, c'est comme ça. Et comment on fait un brevet de rupture, il faut chercher quelque chose qui n'existe pas. C'est ça. Et il faut avoir le courage de le développer. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que je suis tombé sur un ingénieur qui avait déposé beaucoup de brevets et il m'a mentoré, donc ça m'a permis de savoir comment il fallait faire. Et maintenant, je suis arrivé à la retraite et je suis prêt à venir faire du mentorat. Oui, vraiment, ça m'intéresse. Voilà. Merci, bel exemple. Merci beaucoup. Je vais rebondir parce que c'est intéressant ce que vous avez dit, parce que vous avez dit, on va retenir peut-être 5-10%, mais ce qui est intéressant dedans, c'est qu'on aura vu l'éventail. Et puis des fois on se dit, mais ça c'est pas fait pour moi. Mais au moins on le sait. Parce que si on n'apprend pas, on ne le saura jamais. Et puis des fois on dit, ah ben ça me plaît. Je ne pensais pas que ça allait me plaire. Et puis voilà, vous avez testé l'aérodynamique, c'est peut-être pas forcément ce que vous avez retenu, mais en tout cas, d'avoir cette vision large, et après on recentre par rapport à sa passion, pour vous, les brevets, des choses comme ça. Et c'est important. Merci beaucoup. Si vous le souhaitez, après ce petit débat, Philbert a déposé des livres qu'il a réalisés et on peut en faire un peu la promotion commerciale. Et l'avantage, c'est que pour ceux qui sont en salle, vous pouvez avoir une dédicace aussi directement avec Philbert. Oui, alors ce que je peux quand même rajouter, c'est que ce livre que je ne gagne rien moi là-dessus. Les gains vont, j'ai une fondation, ça vient alimenter tous les efforts que je fais, qui viennent révéler les talents. C'est une passion, hein, comme certains, c'est la recherche, moi c'est révéler les talents, c'est mon domaine, quoi. Et
Et je profite pour le dire qu'il a été classé en début 2024 en tant que pratique carrière en ressources humaines. Il a été le mieux classé, je veux dire. Pas longtemps, mais au moins devant trois ouvrages américains. Sur le côté impactant et le côté outil concret, parce que c'était mon objectif. Moi, je ne voulais pas une théorie. Je fais appel à la théorie, c'est-à-dire avec des supports scientifiques, mais je veux que tout le monde puisse le comprendre. Je pense que Laurent, tu as réussi, toi, à avoir le fil conducteur. Je voulais te remercier parce que dans ton livre et la façon dont tu as exposé, en fait, ça fait aussi un parallèle avec le CNAM, avec ce que j'aime bien mettre en avant, c'est ce côté, la théorie des talents et la pratique, la théorie des arts et la pratique des métiers, où en fait on a ce côté expérimentation en permanence. Et ça illustre bien ce côté CNAM et ingénieur. Et donc je te remercie beaucoup d'avoir participé à cette conférence et d'avoir été l'animateur. Et très honnêtement, puisque en 2024, ce sera le centenaire de l'ingénieur du CNAM, j'aurais souhaité, et je le fais officiellement à ce soir, qu'on puisse refaire aussi une conférence dans le cadre de ce centenaire de l'ingénieur, avec une mobilisation encore plus forte que ce soir. Voilà, il y a une technique qui, j'espère, sera meilleure. Je dis oui avec plaisir. Je suis, d'abord, je me sens redevable, je suis un enfant du CNAM, et si je évolue aujourd'hui, c'est grâce au CNAM. Donc ça, c'est ma contribution, oui, avec plaisir. Merci à tous pour votre écoute, et à très bientôt. Au revoir.